Alors, on passe donc au paragraphe 1.3, d'accord? Le début du paragraphe 1.3, vous l'avez sur votre papier, là je ne l'ai pas reproduit ici. Donc ce paragraphe 1.3, c'est l'énoncé du premier principe. Donc, grand R, donc on pose grand R le référentiel d'étude, donc ici ce sera pour nous toujours le référentiel terrestre. On considère donc que le système thermodynamique sigma passe d'un état d'équilibre thermodynamique initial, qu'on appelle EI, et il va vers un état d'équilibre thermodynamique final EF. Hein, et dans chacun des cas, le système thermodynamique est macroscopiquement à l'équilibre dans R, dans ces deux états. C'est un cas un petit peu particulier, on verra une généralisation par rapport à ça. Hein, voilà. Donc c'est le cas des deux exemples qu'on a donnés. Alors, ce premier principe, donc, il y a trois postulats en fait. Voilà, le premier, on ne peut pas vraiment le démontrer, les deux autres, en fait, ils sont démontrables. Hein. Enfin bon, c'est quand même ce qu'on va utiliser, donc je les ai mis comme ça, je les ai encadrés. Hein. Alors, le premier postulat, celui que j'ai, voilà, le postulat P1, qui n'est pas vraiment démontrable. Hein. L'énergie donc mécanique interne d'un système thermodynamique sigma à l'équilibre thermodynamique est une fonction des états de sigma. C'est-à-dire que c'est une fonction des paramètres d'état, on a vu ça dans le cours précédent, de sigma. Paramètres d'état donc macroscopiques, donc pression, volume, température. Et on a vu donc ces paramètres d'état engendrer l'espace des états de sigma. Donc on va désormais appeler l'énergie mécanique interne, on l'appellera désormais énergie interne. Et on adoptera la notation de en U, voilà, U indice sigma, pour dire l'énergie mécanique interne du système sigma. Et on dira que c'est une fonction donc, de XY, où XY sont les paramètres d'état de sigma. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, donc, bon, comment on a pu aboutir à ça? Disons que d'un point de vue historique, au 19e siècle, on n'avait pas cette approche par l'énergie mécanique interne, on n'avait pas cette approche microscopique. On a vu, si vous voulez, qu'il existait une fonction qui avait la dimension de l'énergie, hein, et qui était donc fonction des paramètres d'état. Ça veut dire que si je prends pour un gaz pression et volume, par exemple, j'ai une fonction qui va dépendre, pour un gaz donné, de sa pression et de son volume. Et cette fonction, je peux la tabuler, je peux éventuellement écrire son expression si ce n'est pas trop compliqué, enfin voilà. D'accord? Et ensuite, on s'est aperçu, si vous voulez, que cette énergie, cette quantité qui avait la dimension d'énergie, c'était en fait forcément l'énergie mécanique interne. D'accord? Et donc, on a pu redémontrer le premier principe en utilisant quelque part la relation fondamentale dynamique appliquée à chacune des particules. Hein, et puis un petit peu autre chose aussi, parce que si on fait ça, on n'y arrive pas vraiment. Hein, donc il faut faire ce qu'on appelle la mécanique statistique. Hein, on va quand même remplacer l'évolution d'une particule au cours du temps par voilà, une approche statistique, mais qui permet, si vous voulez, d'interpréter cette énergie interne, une quantité qui avait donc la dimension d'énergie, en véritablement correspond à l'énergie mécanique interne. Alors ça, c'est très important pour la suite. Ça permet quand même de bien éclairer ce qu'on peut appeler le premier principe. Hein, voilà. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un gaz, voilà, l'énergie mécanique interne, finalement, elle est fonction par exemple du coup pression-volume. Hein, c'est-à-dire si je fixe la pression d'un système, d'un gaz donné à une certaine valeur, et je fixe son volume à cette valeur-là, bon, on sait que la température est fixée par l'équation d'état, mais son énergie interne, son énergie mécanique interne, son énergie interne, elle ne peut prendre qu'une seule valeur. Elle ne peut prendre qu'une seule valeur. Voilà. Pareil pour un solide. Hein. Ça veut dire bon, le paramètre, l'espace des états pour les solides ou les liquides, c'est la température. Ça veut dire que l'énergie mécanique interne est une fonction de la température. C'est une température donnée pour un corps donné, hein, pour une phase condensée donnée. Une fois que la température est donnée, l'énergie mécanique interne est forcément connue, elle ne peut pas prendre plusieurs valeurs. Alors, ça peut paraître assez étonnant, mais voilà, c'est quand même ça voilà, ce passage entre le macroscopique et le microscopique. Que finalement, les paramètres macroscopiques, eh bien, ils contraignent totalement cette grandeur microscopique qui est l'énergie mécanique interne. Alors, donc ça, c'est le postulat 1. Donc évidemment, cette fonction, on va l'expliciter pour différents systèmes, hein, pour voir comment elle se mesure. Le postulat 2, c'est que l'énergie interne U indice sigma d'une grandeur est une grandeur extensive. L'énergie interne U indice sigma est une grandeur extensive dans la limite des grands systèmes. Bon, vous pouvez démontrer en fait que l'énergie mécanique interne, moyen de petite approximation quand même, est une grandeur extensive. C'est-à-dire que l'énergie mécanique interne de sigma 1 union sigma 2, hein, si sigma 1 et sigma 2 sont disjoints, c'est l'énergie interne de sigma 1.
plus l'énergie interne de sigma 2, plus, si vous regardez, si vous cherchez à décomposer les sommes, hein, la somme de l'énergie cinétique, elle se décompose très facilement en énergie cinétique de sigma 1 plus énergie cinétique de sigma 2. La somme sur les paires de particules, là c'est plus compliqué, hein, puisqu'évidemment ça se décompose en la somme sur les paires qui appartiennent toutes à sigma 1, plus la somme sur les paires qui appartiennent entièrement à sigma 2, et puis il y a un terme en plus, qui est évidemment la somme où j'ai un terme qui appartient à sigma 1, une particule qui appartient à sigma 1, et l'autre qui appartient à sigma 2. Hein, et ce terme-là, en fait, il est négligeable devant les deux autres. Voilà. Donc, globalement, voilà, l'énergie interne, U de sigma, est une grandeur extensive, voilà, dans la limite des grands systèmes. Mais les systèmes thermodynamiques sont toujours considérés comme grands. Hein. Voilà. Le postulat 3, c'est le théorème de l'énergie mécanique. Alors, le théorème de l'énergie mécanique interne, voilà, je vais rappeler ici, simplement l'écriture. On va le réécrire de la manière suivante. Donc, je remplace le symbole EMI par U. Bon, voilà. La variation de E, je vais l'écrire U de sigma dans l'état final, moins U de sigma dans l'état initial. Dans l'état final, les valeurs prises par les paramètres d'état, j'ai noté XF, YF, etc. Les paramètres d'état dans l'état initial, c'est XI, YI. Donc ici, là, il n'y a aucun changement, c'est un changement de notation. Alors cette somme ici, elle va en fait se décomposer en deux termes. Le premier terme ici, W indice sigma, alors c'est la somme des travaux des distributions de force dont le déplacement du point d'application est macroscopique. Voilà. Donc en gros, très facilement, ce sont les forces vues en mécanique du point et du solide. Exercées bien sûr par les corps extérieurs à sigma sur sigma. Pas perdre de vue qu'il ne faut surtout pas prendre en compte les forces intérieures. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a certains corps CK qui exercent des forces sur sigma et le point d'application de ces forces, point d'application équivalent on va dire, parce qu'en fait ce sont des distributions de force, voilà, et bien ce déplacement il est macroscopique. D'accord ? Donc à ce moment-là, ces corps CK et ces sommes des travaux de ces corps, je vais les ranger dans ce symbole-là qui s'appelle W indice sigma. Voilà, donc ce W indice sigma, c'est appelé le travail reçu algébriquement par sigma. Et puis le Q indice sigma, c'est quoi? C'est toujours la somme des travaux des distributions de force, mais dont le déplacement du point d'application est microscopique, exercé toujours par les corps extérieurs à sigma, pendant la transformation, bien sûr, faisant passer sigma de l'état initial à l'état final. Alors, évidemment, donc ça c'est, voilà, vu le symbole, c'est la chaleur apportée, c'est le transfert thermique. Alors, ça veut dire quoi? Lorsque vous avez une particule qui arrive sur une paroi, et que cette paroi, par ailleurs, elle est chauffée par un corps extérieur, on veut transmettre de la chaleur à ce système qui est contenu dans l'enceinte, et bien si l'enceinte est à une température plus élevée à un moment que le gaz que cette enceinte contient, la particule va arriver donc sur l'enceinte, et puis la force exercée par l'enceinte sur la particule, cette force elle existe, mais le déplacement du point d'application est microscopique, puisque la particule qui est liée à l'enceinte, elle ne va pas se détacher de l'enceinte, d'accord? Donc elle vibre simplement autour de sa position d'équilibre, voilà, donc on a un déplacement microscopique. Et s'il y a cette force, si vous voulez, qui est exercée sur la particule par la particule du système sigma par une particule de l'enceinte, fait que ce travail sera non nul, et globalement sera positif. Si vous chauffez l'enceinte, ça veut dire que globalement, la particule, quand elle arrive sur la paroi, elle va en repartir en fait plus vite qu'elle n'y est arrivée, parce qu'il y aura un travail moteur qui sera exercé donc par les particules de la paroi. Voilà, d'accord? Voilà, ça s'appelle donc le transfert thermique, ou anciennement chaleur reçue, et donc tout ça, c'est reçu évidemment, mais c'est toujours c'est algébrique, ce travail peut être positif ou négatif. Voilà. Alors, comment on va caractériser ce Q indice sigma? Ce Q indice sigma, en fait, on va postuler aussi que il est nul pour une transformation de sigma qui est adiabatique, c'est-à-dire que le sigma est contenu dans l'enceinte Atherman, d'accord, ça on va le postuler, par rapport à, voilà. Et l'enceinte Atherman, on a pu les caractériser précédemment, d'accord, d'un point de vue expérimental, on a vu ce qu'on appelait une enceinte Atherman. Donc là, on fait le lien, si vous voulez, entre deux choses qui n'ont peut-être pas vraiment rapport, voilà, mais ça fait partie du postulat, d'accord. Voilà, alors tout ça c'est bien compliqué, donc comment est-ce qu'on va utiliser ça?
Hein, et comment est-ce que ça va finalement répondre à la question qu'on s'était posée tout à l'heure, hein, c'est-à-dire si je veux prédire les évolutions de température dans mes deux expériences, comment est-ce qu'avec ça je vais y arriver, hein, c'est ça la question. Alors on va voir un petit peu comment il faut utiliser ces postulats, c'est une méthode qu'on va retrouver dans chaque exercice. Hein. Alors, considérons donc l'expérience de Joule, d'accord, avec la masse qui tombe, etc., qui fait tourner les pales, voilà. Hein, si vous avez regardé donc, des manips faites sur Internet, on sait que la température s'élève en fait. Alors, on va commencer par appliquer le postulat 3. Le postulat 3, donc, c'est finalement plus ou moins ce qu'on avait déjà appliqué. Sauf qu'ici, on ne va pas l'appliquer aussi au système sigma liquide parce qu'on a vu qu'on avait un problème pour calculer le travail des forces qui s'exerçaient sur sigma liquide. Donc on va l'appliquer sur sigma liquide union sigma méca. Alors qu'est-ce que c'est que sigma méca? Eh bien c'est tout simplement le système que j'ai dessiné en rouge. D'accord? C'est le système mécanique qui contient, hein, qui est dans le voisinage immédiat du système thermodynamique d'intérêt. D'accord? Voilà. Donc ceci, sigma méca, donc c'est ce que j'ai dessiné en rouge. Hein, voilà. Donc, l'union des deux, c'est disjoint, voilà, c'est un système thermodynamique comme un autre, hein, et je peux l'appliquer, donc, ce postulat 3, qui est en fait le théorème de l'énergie mécanique interne, simplement réécrit. Hein. Donc, le delta U de sigma et union sigma méca, c'est le travail reçu par sigma et union sigma méca, définition donnée en dessus, plus le transfert thermique reçu par sigma L union sigma méca. Cette fois-ci, je vais faire le bilan des distributions de force s'exerçant sur le système d'études, c'est-à-dire sigma M union sigma méca. C'est plus sigma M, mon système auquel j'applique le premier principe. Hein. C'est sigma M union sigma méca. Et là, quelle différence on va avoir? Eh bien, c'est que le travail va être calculable en fait. Hein. Alors le poids de sigma M union sigma méca. Hein. Eh bien, le travail du poids, c'est le travail en fait de mg sur l'ensemble des particules du système. Et en gros, si on a dit que le liquide hein, se dilatait très peu, on néglige la dilatation du liquide, finalement, là où le poids va travailler, bah c'est le poids qui s'exerce sur la masse grand M. Parce que là, j'ai vraiment un déplacement, etc. Hein. Voilà, donc ce travail-là, bah là, je sais le calculer, c'est le travail du système mécanique, donc le travail donc, essentiellement du poids, enfin de tout ce qui est rouge, hein, mais dans tout ce qui est rouge, la seule chose qui a une variation d'altitude, c'est la masse qui est accrochée au filet. Hein. Voilà. Donc, donc le travail donc, du poids du système mécanique, c'est le travail donc, de la masse en fait. Hein. Voilà, sigma masse, on va marquer comme ça, la masse grand M. Donc, alors, bon, c'est une distribution de force. Je vous démontrerai que, bon, comme vous le savez, hein, on peut dire que le poids c'est équivalent à une force ponctuelle s'exerçant au centre d'inertie. Bon, là ça marche pour calculer le travail. Donc c'est une force constante. Donc je fais force scalaire le déplacement. Donc ça me fait mg. Hein. On peut le retracer sur la figure, hein, je vous laisse le faire. Scalaire le déplacement mti, mtf dans le référentiel R. Voilà, donc le déplacement il est vers le bas, le g est vers le bas. Donc globalement on va écrire ça simplement, mais quand même sans se tromper, mgh, hein, où h c'est la hauteur de la chute. D'accord? Voilà, donc ça c'est un premier. Alors c'était lié à la Terre qui exerce une force, hein, donc ce qu'on avait marqué en bleu. Hein. Et puis autre force qu'on avait également notée en bleu, c'est la force exercée par l'atmosphère sur le couvercle. D'accord? Voilà, on a une force de pression atmosphérique. Alors vous allez me dire, c'est peut-être négligeable. En fait non, je vous rappelle que la pression atmosphérique c'est 1 tonne par mètre carré. Hein, donc ça fait 100 kg par décimètre carré. Donc si on estime qu'en gros la taille de la manip et la taille du couvercle c'est à peu près 1 décimètre carré, vous avez quand même, c'est comme si vous mettiez un poids de 100 kg sur le couvercle. Donc s'il y a un déplacement de 1 millimètre, ça fait quand même du travail. D'accord? Donc là, on ne va pas le prendre en compte, on va dire aujourd'hui. Hein. Voilà, le travail donc des forces de pression sur le couvercle. Hein. Bon, on va dire que le travail est négligeable car la dilatation de l'eau est négligeable. Voilà, donc là vous voyez que si j'applique donc le premier principe à ce système-là, et bien finalement je peux calculer toutes les forces. D'accord? Alors, on va faire la suite. Alors ça c'est le premier terme. Hein. Donc maintenant, on va avoir besoin de faire un bilan thermique. D'accord? Alors le bilan thermique, eh bien, c'est le transfert thermique reçu par sigma L non sigma méca, qui est notre système d'études.
on dira que de toute façon, alors le système mécanique, en gros, il ne joue pas de rôle thermodynamique. C'est-à-dire que le transfert thermique qu'on peut avoir vers le système mécanique, on va toujours considérer qu'il est négligeable par rapport à ce que reçoit le système thermodynamique d'étude. D'accord? Voilà. Donc, le transfert thermique reçu par l'ensemble, c'est sensiblement égal au transfert thermique reçu par le liquide. Et on s'est arrangé, si vous voulez, pour que ce transfert thermique soit nul, puisqu'on a pris des systèmes donc à Thermann autour de sigma L, de manière à ce qu'il n'y ait pas de transfert de chaleur. D'accord? Voilà. La transformation subie par sigma L est adiabatique. Voilà, ce que je vous dis donc, c'est que le transfert thermique reçu par un système mécanique, on le considère toujours nul, sauf si on veut prendre en compte en gros des pertes thermiques. Parce que, bon, le système mécanique, il n'y a pas d'intérêt thermodynamique, il n'y a pas d'intérêt dans les transformations d'énergie, mais en gros, il occasionne des pertes. Voilà. Alors, conclusion de tout ça, la variation d'énergie interne de sigma L non sigma mk, c'est donc, il n'y a plus que le terme de travail, et c'est donc plus que MGH. D'accord? Voilà, donc finalement ce problème, comment dirais-je, du calcul du travail, je l'ai en quelque sorte résolu, mais vous allez me dire, on n'a pas appliqué, enfin on a un système mécanique qui nous perturbe un petit peu, enfin c'est pas évidemment le système qui nous intéresse. Alors on va y venir. Le postulat 2, c'est le fait que sigma, c'est le fait que l'énergie interne est une grandeur extensive. Donc je prends ce système sigma L union sigma mk, et donc j'écris que l'énergie interne est extensive. Donc U de sigma L union sigma mk, c'est U de sigma L plus U de sigma mk. D'accord? Donc la variation de U sigma L union sigma mk, c'est la somme des variations de sigma L d'une part et de sigma mk d'autre part. D'accord? Donc finalement, je me retrouve, si je prends ce qui est écrit à la ligne 2, delta U de sigma L plus delta U de sigma mk, c'est MGH. D'accord? Alors, on a toujours implicitement, tout l'exercice, même si on ne vous le dit pas, comme je l'ai dit, le système mécanique, il ne joue pas de rôle thermodynamique. D'accord? C'est-à-dire que son énergie interne ne va pas ou très peu varier, ou en tout cas, elle variera très faiblement par rapport à l'énergie interne du système d'étude. Hein? Là encore, c'est des pertes, si vous voulez, qui fait que bon, le système, l'énergie interne du système mécanique peut éventuellement varier s'il y a des petites variations de température, mais voilà, ce sera négligeable hein, par rapport à ce qui nous intéresse, sinon c'est qu'on a mal fait la manip, hein, quelque part. Voilà. D'accord? Donc, ici, donc, le delta U de sigma L plus delta U de sigma mk, c'est finalement sensiblement égal à delta U de sigma L. Donc je me retrouve avec delta U de sigma L égale MGH. D'accord? Donc là, voilà, on a vraiment fait un progrès, hein, puisque j'ai un travail parfaitement calculable ici, et ici, c'est plus... voilà, je me retrouve bien avec... Ça, c'est l'énergie mécanique interne de sigma L, finalement. D'accord? Voilà, donc, je sais où je vais. Alors, bon, je vous ai mis ici un nota bene, on va pas le lire, vous le lirez, hein, mais je ne veux pas trop vous embêter avec ça maintenant, parce qu'il y a déjà plein de choses à comprendre. Bon, donc pour l'instant, postulat 2, voilà, on en est là, hein, et ça suffit largement. Ok, et ensuite, j'applique le postulat 1. Le postulat 1 hein, me dit que mon U indice sigma ne dépend que de la température ici, parce que je vais appliquer l'approximation des phases condensées incompressibles. Voilà, même pas besoin finalement de... Ouais, normalement aussi indilatable, puisque j'ai négligé la dilatation, enfin dans un travail. Hein, voilà. Mais donc l'énergie interne ne dépend donc que de la température pour cette phase condensée qui est un liquide. Donc si je réécris ce qui est là, ça veut dire que U de sigma L à l'état final, donc, qui dépend que du paramètre T, donc TF, moins U de sigma L à l'état initial, donc avec T égale TI, égale MGH. D'accord? Alors, bon, donc on aboutit à quoi? Par différentes expériences avec des H différents, donc je peux faire tomber avec H, je ne sais pas, 10 mètres, 50 mètres, 100 mètres, etc. Je vais voir, alors je démarre toujours avec la même température TI, disons, je regarde comment évolue ce TF, pour différents H, hein, d'accord? Et donc en fait ce que je peux tabuler la fonction U indice sigma L de T. D'accord? Alors là pour l'instant cette manip je ne peux pas prévoir la température finale, mais dans cette manip je peux déjà commencer à tabuler cette fonction, puisque j'ai postulé qu'elle existait. D'accord? Donc il me suffit de faire une expérience pour trouver cette fonction. D'accord? Voilà, alors, contenu physique donc de P1.
quel que soit le moyen utilisé pour faire passer sigma L de TI à TF adiabatiquement, hein, le travail reçu W par sigma L sera toujours le même. Hein. Alors, aussi haut de contenu physique de P1, hein, voilà. Si je vais d'un état initial à un état final adiabatiquement, d'accord, à ce moment-là, j'ai créé le premier principe. Donc la variation d'énergie interne ne dépend que de l'état initial et de l'état final, d'accord, puisque c'est une fonction de l'état initial et de l'état final. Ici, c'est TI et TF. D'accord. Donc cette variation-là, si je vais toujours, je répète, du état initial au état final, elle sera toujours la même. Et puis le W peut... alors je peux utiliser différents moyens, si vous voulez. D'accord. Je n'ai pas de transfert thermique puisque c'est adiabatique. Je vois qu'en fait ce W, quels que soient les moyens que je vais employer, sera toujours le même, puisqu'il sera égal ici à cette différence qui est toujours la même si je vais toujours du même TI au même TF. D'accord. Voilà. Et ça, donc, c'est conforme à l'expérience. Hein. Donc ça prouve bien, si vous voulez, le postulat, hein, une confirmation de ce postulat expérimentalement. C'est-à-dire qu'avec ce postulat, je prévois que si je fais une transformation adiabatique entre un état initial et un état final, quel que soit le moyen que j'emploie, le travail apporté sera toujours le même. Et ça, je vérifie. Hein, voilà. Donc ça veut dire que cette fonction U de t, elle a bien un sens. Hein. Voilà, d'accord. Donc une fois connue et tabulée cette fonction U indice sigma L de t, bien, à ce moment-là, je peux prédire TF dans toute expérience. Si, voilà, hein, si pour l'eau, voilà, j'ai mesuré donc, avec l'expérience de Joule U indice sigma L de t, bon, ben, à ce moment-là, dans toute autre expérience, hein, je pourrais appliquer ça. Et si on me donne l'expression donc U de sigma L de t, ben, je pourrais prédire, si je connais TI, si je connais MGH, je pourrais prédire TF puisque j'aurai l'expression U de t. Voilà un petit peu comment on répond aux questions qu'on s'est posées un petit peu au départ. Donc il faut faire quand même une expérience pour mesurer le U d'un coordonné. D'accord. Et une fois qu'on a cette énergie interne, eh bien, on peut appliquer donc, ce premier principe et écrire déjà une équation hein, portant finalement sur l'état final de ce système. D'accord. Et donc, de ce fait, on va voir, c'est l'équation essentielle pour prédire l'état final du système.